Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire en direct de type balado des services aux proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice du programme et intervenante psychosociale. Depuis l'automne 2017, l'Association bénévole de l'île d'Orléans, la BIO, offre des services aux proches aidants de l'île d'Orléans. Il y a des rencontres mensuelles d'un groupe d'entraide, du soutien psychosocial par téléphone et des rencontres individuelles. L'idée de faire un webinaire en direct de type balado, appelé comme vous voulez, podcast, vient de commentaires de proches aidants qui n'ont pas toujours la disponibilité pour se déplacer, pour assister à des rencontres individuelles ou de groupe. L'utilisation de cette technologie va permettre à tous les proches aidants d'écouter nos présentations à toute heure du jour ou de la nuit sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur par l'utilisation gratuite de Spotify et YouTube. Nous avons demandé à Sandrine de Toujours Boutique de nous accueillir pour vivre l'expérience du webinaire en direct dans une ambiance de bien-être. C'est la spécialité de Sandrine. Au fil des mois, je vais recevoir pour vous différents intervenants comme des proches aidants de l'île d'Orléans, des aidés, des adolescentes, adolescents qui deviennent aidants, une thérapeute de rigolothérapie parce que ça peut être heureux l'aidance, un auteur, acteur, chercheur sur le vieillissement, un cinéaste qui s'intéresse à l'espérance et la joie dans le vieillissement, et je vous réserve quelques autres. Si vous êtes un habitué de notre groupe Facebook, notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube, vous savez que nous abordons depuis 2017 tous les sujets qui entourent la proche aidante. Le vieillissement de la personne, la qualité de vie des proches aidants, l'évolution des différentes recherches et le quotidien de l'aidant. Ce webinaire en direct peut aussi être un balado ou un podcast, comme je vous disais. Donnez-lui le nom que vous désirez. Ce sera toujours un rendez-vous mensuel pour vous accompagner, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Suite à une remarque d'un proche aidant, comme je vous disais tout à l'heure, on a réalisé que ça peut être facilitant pour tous d'avoir accès à l'information au moment où ça nous plaît, en audio seulement ou en audiovisuel. Vous pourrez aussi assister aux enregistrements en direct, comme aujourd'hui, il y a quelques personnes, et participer à la discussion en étant dans l'environnement de Toujours Boutique à Saint-Pierre, île d'Orléans. Ce qui importe dans la dimension de ces rencontres, c'est d'être accessible, disponible, à l'écoute de vos besoins et respecter l'identité singulière des gens de l'île d'Orléans. Aussi, pour faciliter l'écoute de nos enregistrements, il y aura 3 segments à nos webinaires en direct. Donc, pour vous expliquer, le premier segment est environ d'une durée de 15-20 minutes où je vous explique les sujets abordés, le contenu des recherches, les informations les plus à jour possibles. Dans le deuxième segment, nous allons prendre le temps de rencontrer des gens, faire des entrevues, aller voir la perception d'autres professionnels ou d'autres gens qui habitent l'île par rapport au sujet que nous allons entretenir ce jour-là. Puis, nous allons terminer avec le troisième segment. Et là, ce sera le moment de faire des échanges. Ce sera le moment aussi pour moi de vous référer à certaines lectures ou émissions qui pourraient continuer de vous intéresser sur le même sujet toujours. Alors, pour ce premier webinaire, on a choisi de... Excusez-moi, mais j'ai oublié de vous dire que le webinaire s'appelle Aidant direct. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter mes collègues de travail de la bio pour faire ensemble un portrait des proches aidants à l'île d'Orléans. C'est-à-dire que nous allons regarder ensemble, dans chacune des sphères de la bio, la situation qui pourrait interpeller un proche aidant. Alors, nous allons regarder ensemble ce qui serait fait pour le proche aidant dans la démarche d'ici, pour les besoins alimentaires d'urgence. Est-ce que vous pensez que les aidants manifestent des besoins? Et pour les services d'accompagnement, de répit et tous les autres services qui peuvent être disponibles pour les aidants sur l'île d'Orléans quand ils expriment leurs besoins. Alors, juste un petit coup d'œil sur le vieillissement au Québec. Il y a le rapport directeur national de la santé publique en 2021, donc de notre gouvernement québécois, qui a présenté quelques statistiques.
On nous dit que la proportion des aînés dans la population québécoise augmente. C'est pas la première fois qu'on entend ça. En 2016, elle était de 18 et on prévoit qu'en 2066, elle va être de 28 Ça fait quand même 10 de plus. Je vous parle de ça parce que vieillesse et proches aidants, souvent, on va l'associer. Et parce que qui sont souvent les proches aidants? Ce sont les gens qui ont du temps. Alors, souvent, ça va être des gens à la retraite, donc de 65 ans et plus. Et c'est plate, mais à partir de 65 ans, on considère qu'on est un aîné. J'aime pas ça, moi. Le vieillissement est influencé par le parcours de vie de chacun. Alors, on sait que maintenant, on vit de plus en plus longtemps et de plus en plus en santé. Et c'est pour ça qu'on va aborder certains termes qui vont toucher la santé. La majorité des aînés de 65 ans et plus, dont sont 80 excusez, non, je vais reprendre cette phrase. La majorité des aînés de 65 ans et plus, soit 80 des aînés, ont une perception positive de leur santé. Alors, ça veut dire qu'à 65 ans, on trouve que notre santé, ça va bien, on organise bien nos choses. Ce qui est inquiétant, et c'est ce qu'on va découvrir au fil des mois, c'est que plus on avance en âge, malheureusement, on abandonne un peu d'espoir. Et il ne faudrait pas. Et ça n'a pas lieu non plus. Avec l'âge, davantage de personnes sont affectées par des incapacités. Pensez au fait que quelqu'un qui tombe, mais qui a 75 ans, ça se peut qu'il se casse l'âge. C'est rare qu'une personne de 25 ans va se casser l'âge. J'allais dire un aîné de 25 ans. Ça se peut pas. Mais quoi qu'on est toujours l'aîné de quelqu'un. Plus de la moitié des personnes de 65 ans et plus sont physiquement actives. Regardez autour de vous, on le voit aussi sur l'île, il y a des gens de tous les âges qui sont affairés à toutes sortes de tâches et à toutes sortes d'activités. L'activité physique joue un rôle de premier plan dans la prévention des maladies chroniques ainsi que dans le maintien et le développement de la réserve cognitive. Oui, je vous entends. Réserve cognitive, ça a l'air de dire qu'il ne reste pas grand-chose. Quand on dit je vais aller fouiller dans mes réserves, c'est que là, j'ai épuisé une grosse partie. Dans le fond, ce qu'on ne dit pas là-dedans, dans cette statistique-là, c'est qu'à partir de 21 ans, notre cerveau fait du ménage et élimine quelques neurones. Bon, c'est pas prouvé scientifiquement, mais on sait qu'on vieillit à partir de 21 ans un peu plus vite. Alors voilà, c'est quand même une grosse réserve. Pour de nombreuses personnes aînées au Québec, l'environnement bâti ne facilite pas les déplacements actifs, la marche en particulier. À l'île d'Orléans, n'est pas différent de ce qui se passe dans les villes. Les trottoirs l'hiver sont parfois négligés, on va dire moins déneigés que la route parce qu'il y a plus de monde en voiture. Pour se promener, si vous êtes en fauteuil roulant ou avec une canne ou un déambulateur, il y a des trottoirs qui ne sont vraiment pas adaptés et puis qui vous demandent une bonne enjambée. Alors, il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas prêtes dans notre environnement, mais il y a des groupes qui s'y intéressent, qui interviennent là-dessus et qui vont continuer d'y intervenir. Les relations sociales qu'entretiennent au quotidien les personnes âgées dans leur milieu de vie exercent une influence positive sur leur santé. Ça aussi, on va s'en parler au fil des mois. Et c'est important de vous rappeler que quand on dit relations sociales, ça ne veut pas dire être obligé de participer à un groupe à tous les jours. Ça veut dire d'avoir des contacts avec les gens d'une façon plus régulière. Si à tous les jours, vous avez quelqu'un qui vous parle au téléphone, c'est bien. Si un jour, vous parlez à quelqu'un au téléphone, le lendemain, vous allez à l'épicerie, le surlendemain, vous allez jouer aux cartes avec quelqu'un, et peut-être que la quatrième journée, vous restez à la maison, ça va bien, inquiétez-vous pas. On s'inquiète davantage des situations où les gens restent à la maison et ne vont voir personne pendant 5 jours, 7 jours, des fois plus. Et pensons aussi des situations où on est entouré de gens, mais pourtant, on va vivre la solitude. Alors, c'est des choses qui vont arriver souvent en résidence. Des gens qui n'ont jamais de visiteurs pour eux, mais vont voir plein de gens circuler autour d'eux. Alors, ça joue un rôle dans l'état de notre santé. Alors, un Québécois sur 5 est un proche aidant. Plus du tiers des proches aidants aînés consacrent 10 heures et plus par semaine au soutien à une personne. Moi, à chaque fois que je lis ce genre de statistiques-là, je me dis, OK, je connais des gens, probablement vous aussi, qui sont des aidants pour 2, 3, 4 personnes.
Est-ce qu'on vient de multiplier les heures et dire qu'ils font 40 heures du plein temps? Il y en a que je le sais, oui, c'est ce qu'ils font. Des 30 heures de bénévolat, d'aidance auprès de gens de façon régulière. Des choses comme aller donner les bains, aider à manger, faire un peu de ménage. Et ce n'est pas un métier, c'est un engagement social. Plus d'une personne sur 5 âgée de 65 à 69 ans travaille ou souhaite trouver un emploi. Ça, c'est la réalité 2022-2023 qu'on a vu s'installer. C'est que les gens, bien souvent, ont pris une retraite assez tôt et ils sont encore en forme et réalisent après 6 mois, 1 an de retraite que, ben voyons, je ne peux pas rester chez moi comme ça, rien faire, j'ai des compétences, il faut que je les utilise. Alors, on voit revenir sur le marché du travail des gens de plus de 65 ans. C'est très bien. Alors, quelques pistes d'amélioration, parce qu'on ne va pas juste regarder les statistiques. Alors, on peut agir davantage sur les déterminants de la santé pour retarder l'apparition des maladies chroniques et le déclin cognitif, et ainsi favoriser le maintien de l'autonomie jusqu'à un âge avancé. Ça aussi, on va s'en parler dans plusieurs mois. Vous allez voir, même au printemps prochain, on va s'en parler encore. Ce que ça dit, les déterminants de la santé, c'est l'Organisation mondiale pour la santé qui convoque tous les pays. Et il y a des discussions sur l'état de santé de chaque pays. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des déterminants. Il y a vraiment des facteurs qui touchent tous les pays en même temps, dont les gens qui vieillissent plus longtemps. Par contre, si, par exemple, dans d'autres pays qui sont en voie de développement, ce qui est déterminant, c'est la famine, c'est bien évident qu'ici, au Canada, probablement que nos représentants vont dire, ben, on ne mettrait pas dans nos déterminants. Alors, il y a des ajustements par rapport à chaque pays, mais il y a une règle générale qui se détermine. Alors, ça parle d'intensifier les efforts visant à réduire les inégalités sociales au niveau de la santé. Je ne sais pas s'il y en a de ma génération qui vont s'en rappeler. Il y avait Yvon Deschamps qui faisait un sketch et qui disait « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade ». C'est dommage, mais c'est encore d'actualité et c'est plus drôle. Parce que les gens qui ont de l'argent peuvent aller maintenant dans un système privé pour avoir un traitement plus rapide et les gens qui n'ont pas les sous doivent attendre sur une liste d'attente. C'est devenu plus important avec le temps, cette situation-là. Et le Canada n'est pas le seul pays où c'est ainsi. Ce qui est intéressant, rappelez-vous, c'est qu'on vit plus longtemps en santé. Alors donc, on devrait avoir un peu moins de besoins. On l'espère. Créer des environnements mieux adaptés aux capacités des personnes vieillissantes. Vous voyez, c'est encore, ça aussi, c'est un déterminant de la santé. Alors, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais des trottoirs, mais ça va plus loin que ça. Quels sont les services qu'on donne à domicile? Comment quelqu'un peut vieillir chez lui et avoir tous les services qu'il a besoin. La pandémie nous a aidés en installant des services de livraison qui n'existaient pas avant ou qui étaient rares. Je me souviens, moi, du temps de mes grands-mères, l'épicerie livrait avec quelqu'un à bicyclette. Et puis, oups, ça s'est arrêté. Et là, avec la pandémie, on a repris, mais avec des camions de livraison. Donc, il y a des choses qui étaient bonnes dans le passé qu'on a arrêté d'utiliser parce que ça ne correspondait plus, mais là, on est en train de remettre tout ça en place. Donc, c'est ça, créer un environnement mieux adapté. Contrer l'agisme et multiplier les actions permettant de briser l'isolement social. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on va parler au mois d'août. L'agisme, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de petites madames et de petits messieurs qui mettent des petits gilets pour aller faire un petit magasinage. Ça, c'est de l'agisme. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser faire ça, puis il faut, même nous, dans nos habitudes, arrêter de dire ça. Hein, dire la petite madame a fait son petit marché la semaine passée, puis non, on ne dit pas ça. C'est de l'agisme. Et c'est fou, mais vous allez entendre des personnes d'un certain âge utiliser ces termes-là. Regardons la petite madame, là, elle est effrontée de traverser la rue de même. Mais oui, c'est ça. Mais il faut arrêter d'utiliser ces termes-là parce que quand on vieillit, tout est plus petit. Non, il n'y a rien de plus petit. À part le fait qu'il nous reste de moins en moins de temps, c'est tout, là. Mais plus petit, non, il n'y a rien qui rapetisse. L'épicerie a la même grosseur, la rue a la même grosseur, nos gilets ont la même grosseur. Ça ne marche pas, là. Ça fait qu'il faut arrêter ça. Optimiser la communication et l'information destinée aux aînés. Alors là, ça m'amène à vous dire qu'on va parler des technologies. Ça ne touche pas seulement les technologies, bien sûr, mais ça commence à prendre beaucoup de place.
De plus en plus maintenant, il y a des cliniques médicales où vous devez prendre votre rendez-vous par Internet. Le téléphone ne fonctionne plus. Sur place, ça ne fonctionne plus. Il faut utiliser l'ordinateur. Pensez juste à votre impôt. Alors, maintenant, pour avoir le résultat de votre impôt, il faut aller sur Internet. Alors, c'est des choses comme ça qui sont utilisées de plus en plus et qui vont vous demander de l'adaptation. Alors, on a vu pendant la pandémie, docteur Teresa Tam, qui est l'administratrice en chef de la santé publique au Canada, qui est intervenue quelquefois. Et elle fait beaucoup la promotion de la santé. Elle est vraiment beaucoup dans la prévention. Et elle nous dit, sans qu'on s'en rende compte, nos quartiers et la façon dont nos quartiers sont construits ont une influence sur notre état de santé. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre connaissance. Puis, il faut que nos élus s'en rendent compte aussi. Parce que d'isoler tout le monde dans une maison ou d'envoyer tous les gens qui ont un certain âge dans une bâtisse où on crée finalement des genres de ghettos, parce que tout le monde a le même âge. Et ça, c'est pas une réalité. Qui est-ce qui vit avec tout du monde du même âge? On fait ça à la maternelle pour tous les 5 ans, là, puis à l'école parce qu'on est par un groupe d'âge. Mais quand on est adulte, on se mélange avec tous les groupes d'âge, toutes les générations. Et c'est ce qu'on a besoin en vieillissant, de rester en contact avec toutes les générations. Alors, quel est le lien entre vieillir en santé et la proche aidance? La proche aidance au Québec, il y a des statistiques là-dessus qui datent de 2018. Alors, on disait qu'en 2018, environ 21% des Québécois et des Québécoises âgés de 15 ans et plus agissaient comme proches aidants. Ça veut dire qu'il y avait 1 489 000 personnes qui étaient proches aidants. Ça commence à 15 ans. Et on a d'autres statistiques, vous allez voir, on va s'en parler tout à l'heure. Donc, dans ce groupe-là, 24% sont des femmes, 18% sont des hommes. Et là, il n'est pas divisé par âge. Mais on a un intervenant qui va venir au fil des mois qui va nous en parler de ça aussi. Alors, parmi les proches aidants, 60% sont encore en emploi. Alors, le vieillissement, c'est 40% des personnes de plus de 65 ans qui sont proches aidants. C'est quand même beaucoup. Et je peux vous dire que nous, à l'association bénévole, on a des gens qui ont plus de 80 qui sont des aidants. Fait que, on va s'intéresser à ça. Alors oui, il y a quelque chose qui est en lien entre le vieillissement et la proche aidance. La même statistique qui a été diffusée le 9 février 2022 nous dit aussi que les personnes proches aidantes jouent un rôle essentiel dans notre société. Elles fournissent de l'aide ou des soins pour répondre aux besoins d'un proche et allègent par le fait même le fardeau du système de la santé. À l'heure où le Québec se munit d'une politique nationale et d'un plan d'action gouvernemental pour soutenir la proche aidance, les données de l'enquête sociale générale, les soins donnés et reçus, c'est le titre de l'enquête, menée par Statistique Canada, permettent de faire état du phénomène. Alors, tout ça, ça a été publié en février 2022. C'est très intéressant. Moi, ça me rappelle juste qu'à un moment donné, le gouvernement québécois était au pouvoir et Mme Pauline Marois était ministre de la Santé et des services sociaux parce que c'était tout ensemble à cette époque-là. Et elle était allée dans tous les organismes communautaires de la province de Québec pour voir ce qui se faisait et pour évaluer les besoins des organismes et les besoins des gens de la société. Lorsqu'elle est revenue, son rapport d'enquête a donné que si on fermait tous les organismes communautaires de la province de Québec, la province de Québec fait faillite. Ça nous en dit là. Alors, continuez d'être bénévole, continuez de donner du temps. On a besoin. Pour cette première rencontre, j'ai demandé à mon collègue Yannick Tavard de venir nous parler du projet Démarche d'ici, qui touche présentement surtout les adolescents, la mobilité. Si je ne me trompe pas, Yannick, peux-tu... Bonjour Suzanne. Oui. Donc effectivement, je suis coordonnateur d'un projet qui s'appelle La Démarche ici sur l'île d'Orléans depuis février. C'est un projet qui a démarré en 2022. Donc il y a eu tout un travail avant que je sois entré en poste concernant les besoins qu'il y avait sur l'île d'Orléans. Et comme tu l'as dit, il y a deux enjeux que moi j'ai sous ma responsabilité qui sont la mobilité et on va dire l'isolement en général qui est... on va commencer d'abord par les adolescents. Mais à un moment donné, on va s'intéresser aussi à la fameuse question des aînés.
Mais avant qu'on arrive là, Yannick, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton parcours professionnel pour t'amener jusqu'ici? Ouais, bah, est-ce que tu veux connaître ma première vie? Ma première vie, c'était en informatique. OK, OK, OK. J'ai commencé. Toutes les compétences peuvent servir. Ben, ça sert beaucoup après dans le communautaire. Tu sais, si tu travailles un peu dans le communautaire, tu vois qu'il y a des compétences en informatique qui sont très utiles. Donc, j'ai commencé en informatique en France. Je suis arrivé ici au Québec en 2004. J'ai continué un peu en informatique. Puis à un moment donné, il y a eu un grand changement dans ma vie en 2012 qui a fait que je voulais être un peu plus proche des humains, on va dire. Donc, j'ai été étudié pour devenir éducateur spécialisé, domaine dans lequel j'ai pas vraiment exercé avec ce titre-là, mais une fois que tu as un titre apparenté à travailleur communautaire, travailleur social, tu es capable d'avoir des débouchés dans le communautaire. Donc, j'ai eu une première expérience qui ressemblait un petit peu à la démarche ici à Lac-Saint-Charles. Donc, c'était une courte expérience. Puis après, je suis tombé en amour avec le travail de milieu, c'est-à-dire me promener dans un territoire, aller à la rencontre des gens. Puis c'était avec justement la clientèle aînée. Alors, non pas aujourd'hui à l'association bénévole de l'île d'Orléans, mais au centre d'action bénévole du Contrefort, donc situé à Charlebourg. Et j'étais assez fidèle pendant 7 ans comme travailleur de milieu, donc auprès des personnes aînées. Donc, je me promenais un peu dans le territoire pour identifier des personnes qui auraient pu avoir des besoins. Et mon travail, c'était de référer les gens vers les bonnes structures. La démarche d'ici, dis-moi si je me trompe dans la répartition, mais il y a eu d'abord une recherche qui a été faite par Karine Moisan. Toi, le volet maintenant que tu prends en main, c'est une partie qui est beaucoup plus dans l'application? Alors, Karine, ma collègue, elle aime dire qu'on est dans une approche recherche-action. OK. Donc, elle s'occupe de la partie recherche, de parler justement avec les partenaires, avec les insulaires pour aller récolter le maximum d'informations. Donc, un rapport qui a été mis à disposition de la population donc en février donc 2023. Et moi, je suis plus sur la partie action. Donc, en fonction de ce qu'elle va identifier, on va essayer de mettre des choses en place, rencontrer des groupes sur l'île, essayer de mettre des actions. Donc là, pour l'instant, c'est sûr qu'on est un peu plus dans la recherche que dans l'action, là, parce qu'on est quand même dans un projet qui est encadré par ce qu'ils appellent un peu le développement des communautés. Donc, j'ai quand même 14 autres démarches qui sont à l'échelle nationale qui font la même chose que moi. Donc, ça va demander des actions dès qu'on va avoir bien compris un peu le besoin qu'on a sur l'île. Là, c'est je vais vraiment être un peu plus actif. Dernièrement, j'ai lu dans un média, malheureusement, là, ça m'échappe, que les adolescents de 14 à 17 ans, non, excuse-moi, que les adolescents passaient de 14 à 17 heures par semaine comme aidants auprès d'un membre de la famille, un ami, un inconnu. Je sais que là, c'est trop tôt pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe ici sur l'île. Par contre, le 23 juin, il y a eu une activité à laquelle tu as mélangé une action intergénérationnelle. C'est quelque chose qui va se répéter, ça? Ben, c'est ça, dans le peu d'échanges qu'on a eu pour l'instant avec les adolescents, parce que c'est ça, on travaille fort pour essayer de rejoindre les adolescents sur l'île qui vivent de l'isolement. Ben, quand on les a interrogés, ils étaient quand même préoccupés un peu par la question des aînés. Ils comprenaient c'était quoi l'intergénérationnel. Ils comprenaient l'héritage qu'avaient aussi leurs grands-parents. Ils nous disaient, bah, quand c'est question de cuisiner, ils vont lui faire les sauces à spag et des choses comme ça. Ils comprennent cet héritage. Par contre, c'est sûr que dans les données que tu sors, moi, je serais intéressé de savoir un petit peu par rapport à la fameuse cellule familiale, parce que tu sais, les gens arrivent sur l'île d'Orléans, est-ce qu'ils vivent depuis longtemps? On parle de générations, depuis plusieurs générations sur l'île, on imagine que peut-être ces familles-là sont soudées, puis que les jeunes, les adolescents sont proches des grands-parents, mais souvent, les grands-parents, ils vont être dans d'autres régions, ils peuvent être vraiment Oui. ailleurs, ça peut changer la donne aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'autre volet que tu parlais tout à l'heure, la mobilité, donc, c'est un sujet qui fait parler tout le monde sur l'île d'Orléans depuis bien des années. J'étais ici il y a 40 ans, puis on en parlait déjà. Il y a eu des améliorations, mais toi, ça veut dire que tu vas prendre ça par où? Tu vas quand même pas aller chercher les gens, là? Non, effectivement. Donc, cet enjeu de mobilité, c'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon un enjeu transversal. Ça veut dire qu'on va le rencontrer à la fois quand on va s'intéresser à l'isolement des aînés, à la fois dans le dossier de la sécurité alimentaire, mais à proprement dit, en tant qu'enjeu principal mobilité, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme tu dis, je peux arriver avec plein d'idées, mais il faut que ce soit des besoins qui viennent de la communauté.
Donc, dans le cadre de la démarche développement des communautés, on va d'abord sonder les gens. Qu'est-ce que vous aimeriez principalement? Si les gens nous disent une piste cyclable, on peut travailler sur la piste cyclable. Mais comme tu dis, naïvement, quand je suis arrivé, je pensais que la piste cyclable, ça allait se résoudre comme ça. Mais ça fait 40 ans qu'on en parle sur l'île. Peut-être qu'on va le prendre sous un autre angle. Les jeunes nous ont fait des propositions. Les jeunes nous disent, bah, peut-être on va pouvoir avoir un terrain de vélo de montagne, peut-être qu'on va avoir un circuit un petit peu qu'on va utiliser. Donc, on va regarder les alternatives qu'on est capable d'utiliser. Et s'il y a des gens qui utilisent la piste cyclable, bah, enfin, les accotements, malgré qu'il n'y a pas de piste cyclable, on va travailler sur la sécurité. On va éduquer peut-être les gens qui sont avec des voitures pour de manière à rouler de manière sécuritaire. Donc, il y a plein d'enjeux qu'on est capable de faire au lieu d'atteindre un objectif, mais dans la mobilité, c'est le transport collectif, il y a plein de choses, il y a le covoiturage. On est au tout début de ça. On sait qu'il y a un groupe de covoiturage sur l'île d'Orléans, on les a approchés, on regarde comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va créer une plateforme? Est-ce qu'on va créer une application mobile? Est-ce qu'on va mobiliser les gens? Pour l'instant, on ne sait pas, mais on est jusqu'en 2025 pour travailler sur ces enjeux-là. Donc, on a encore beaucoup de place pour réfléchir et innover surtout. Ben, on sait que pour les aider, l'accompagnement dans tous les rendez-vous, c'est vraiment nécessaire. Au niveau du transport, on a de la difficulté. Ouais. Pour les aidants aussi, quand ils ont besoin d'être libérés et qu'en même temps, il y a un rendez-vous pour l'aider, c'est vraiment devenu complexe parce que les horaires ne coïncident pas nécessairement avec le transport en commun qui existe déjà. Donc, tu nous ouvres la porte à beaucoup d'espoir. On travaille avec les acteurs. On sait que l'association bénévole fait déjà beaucoup pour le transport, pour les rendez-vous médicaux ou autres. On va regarder avec l'association bénévole, est-ce qu'ils en font assez? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux acteurs autour de la table pour réfléchir? Du financement, on a du financement dans cette démarche, donc on va en profiter pour essayer de tester des choses. Est-ce qu'on teste pendant 6 mois, 1 an, quelque chose de nouveau, parce que les citoyens nous ont apporté des solutions? On est ouvert à plein de nouvelles choses. Alors, on est à l'été 2023. Tu dis que le projet est jusqu'en 2025. Avec une extension possible jusqu'à 2030 plus. Oh oui. Ouais. Alors, ça veut dire que si on se donne rendez-vous l'an prochain, on pourrait voir peut-être des progrès dans tout ça? J'espère, mais tu sais, il faut y aller aussi à un certain rythme. T'sais. Moi, j'aimerais ça que ça avance vite. Mais là, tu sais, on a des gros partenaires, des fois, on a des municipalités, on a la MRC. Oui. Fait que c'est des gros bateaux à déplacer. Mais on espère que ce que les gens nous disent lorsqu'on les rencontre, lorsqu'on va organiser la prochaine rencontre du petit sommet, là, à l'automne, on espère rencontrer des gens avec des idées, puis tester des choses, mais ça va peut-être être à petite échelle. Donc l'année prochaine, on espère venir au moins avec de l'information nouvelle qu'on aura nourrie à travers les échanges. Ah, c'est bien intéressant, puis ça me donne le goût de t'inviter. Donc, on pourrait se reparler peut-être l'an prochain, à peu près vers les mêmes dates, puis voir le progrès réalisé. Ben oui, puis écoute, je vais essayer d'être plus attentif à la question de la prochaine danse par rapport à notre projet de la démarche. Ça va me faire plaisir. C'est super. Ben, merci beaucoup, Yannick. Ben, merci, Suzanne, pour l'invitation. Nous allons rencontrer pour la poursuite des choses ma collègue Oran Wells, qui intervient comme coordonnatrice au service alimentaire. Alors, Oran, bonjour. Bonjour, Suzanne. Pour le bénéfice des gens qui découvrent le service alimentaire de l'Association bénévole, peux-tu un peu nous tracer ton parcours de ton histoire jusqu'à la bio? Oui, en fait, moi, j'ai un parcours en géographie. Donc, j'ai fait un baccalauréat dans le domaine de la géographie, puis je me suis toujours intéressée là, au système alimentaire, aux différents enjeux du système alimentaire, que ce soit l'agriculture, au niveau de l'environnement. Puis là, quand j'ai appris qu'il y avait des gens en situation d'insécurité alimentaire au Québec, je me suis de plus en plus intéressée à ça. Puis en fait, pour la suite de mon parcours aux études, j'ai décidé à faire une maîtrise en travail social ou en agroforesterie. Puis là, j'ai trouvé un nouveau programme là, qui était vraiment un pont entre les deux, qui est la maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, j'ai fait partie de la première cohorte à l'Université Laval en 2021. Je me suis trouvé un emploi là, dans mon domaine. En fait, j'ai découvert l'association bénévole de l'île d'Orléans. Puis il y avait un poste de coordonnatrice de la sécurité alimentaire. Donc, je me suis lancée sur le marché du travail. Puis là, ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que je travaille ici, puis que je m'occupe de différents services. Puis je poursuis mes études à temps partiel en même temps d'être à la bio. Ah, wow, c'est full intéressant, je savais. Depuis que tu es en poste, est-ce que au niveau de l'urgence alimentaire, est-ce que tu as l'impression que c'est une préoccupation pour les aidants ou ça ne paraît pas? Ou... Oui, je dirais que tous les enjeux liés à la sécurité alimentaire, en fait, je dirais que c'est un enjeu qui est comme peu connu. Ben, il était peu connu avant la pandémie.
Puis là, avec la pandémie en 2020, on a comme réalisé qu'il y avait des enjeux urgents, d'où le service là, d'aide alimentaire qui a été mis en place à la bio en avril 2020, donc juste après la pandémie. Puis je pense que les gens, quand ils sont au courant qu'il y a des personnes en situation d'insécurité alimentaire, donc ce qui veut dire qui n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins d'accès aux aliments en termes d'accès physique, d'accès économique, aussi, tu sais, par exemple, la sécurité alimentaire, ça peut être de ne pas savoir cuisiner, ne pas savoir comment utiliser les aliments. Donc, c'est vraiment un enjeu qui touche les gens de près, vraiment de près, parce qu'on mange tous, en fait, on est censé manger 3 fois par jour. Puis de penser qu'il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont pas, en fait, accès à ce droit-là. Ben, pas ce droit, mais ce besoin essentiel-là, que ça touche vraiment les gens. Je dirais qu'à l'île d'Orléans, il y a beaucoup de mobilisation de la part des bénévoles, que ce soit justement des producteurs agricoles aussi qui donnent des denrées, des commerçants aussi qui donnent leur surplus. C'est vraiment la sécurité alimentaire, c'est une préoccupation pour tous. S'il y a des gens qui se reconnaissent déjà comme aidants, mais aussi tous les gens, et puis qui reconnaissent que, oups, là, on vient de parler de quelque chose que je vis comme besoin, parce que là, finalement, subtilement, on peut parler de glanage. Le dépannage d'urgence, on le sait. Puis, il y a du dépannage. Alors ça, c'est comme 3 volets. Ces gens-là, comment ils font pour avoir de l'aide à la bio? Oui, en fait, à la bio, on a plusieurs services, donc je peux les expliquer. Là. Le service d'aide alimentaire, c'est des denrées qu'on reçoit de Moisson Québec, puis aussi de la part de producteurs de commerçants de l'île. Puis une fois par mois, on prépare des paniers d'aide alimentaire, donc ça peut être pour des personnes seules, pour des familles et tout, avec une équipe de bénévoles. Donc, si jamais les gens ont... parce que les besoins, c'est pas nécessairement que... ça peut être très ponctuel. Il y a des gens qui peuvent demander de l'aide une fois parce qu'ils ont beaucoup de dépenses dans ce mois-là. Tu sais, par exemple, la voiture qui brise, des réparations à la maison, etc. Donc, parfois, les gens ne pensent pas être nécessairement dans le besoin, mais tu sais, moi, si j'avais su pendant mes études qu'il y avait des services qui existaient d'aide alimentaire, en fait, je serais peut-être allée vers ces services-là. Donc, c'est un enjeu de faire connaître les services, là, donc qu'ils n'hésitent surtout pas à nous appeler pour l'information à la bio. J'imagine qu'il va y avoir les coordonnées à la suite. Oui, parfait. Puis aussi sur le site de la bio, en fait, il y a une page qui explique les différents services. Puis pour faire une demande d'aide alimentaire pour le mois qui suit, c'est toujours avant le 15e jour de chaque mois là, pour s'inscrire pour un panier. Puis si jamais les personnes appellent ponctuellement pendant le mois, on fait aussi des dépannages alimentaires avec des denrées non périssables, des denrées congelées. Donc, on peut faire un panier en attendant la prochaine distribution alimentaire. Puis, pour ce qui est du glanage, en fait, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le glanage, c'est d'aller récupérer les surplus chez les producteurs et les productrices agricoles. Donc, les surplus de fruits et légumes qu'on va aller chercher avec des groupes de bénévoles. Puis ensuite, on les redistribue de manière équitable là, entre le producteur qui reçoit 1/3 des denrées, par exemple, pour son kiosque, pour la transformation, les personnes qui viennent cueillir les denrées qui repartent avec un autre tiers des denrées qui sont divisées équitablement de chaque participant, puis l'autre tiers qu'on redistribue aux organismes d'aide alimentaire, dont la bio. Donc, si quelqu'un est intéressé pour venir faire du glanage, ça permet aussi de sortir, de faire une activité, de rencontrer les producteurs, de rencontrer des gens qui ont des mêmes intérêts. Donc, voilà, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous contacter à la bio. Là. Puis si je me trompe pas, du glanage, si moi je veux en faire un bénévolat, je peux ne pas avoir besoin nécessairement du fruit ou des légumes que vous allez cueillir à ce moment-là, mais je peux aller aider pour la cueillette puis laisser toutes les choses en don. Oui, exactement. Okay. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a des gens qui viennent vraiment pour le plaisir là, de participer à l'activité, mais aussi le souci de redonner à la communauté. Donc, on a vu des gens qui viennent simplement pour l'acte de solidarité, là, de redonner à la communauté. Par exemple, les courges et tout, tu sais, les gens repartaient avec... il y a des gens qui en prenaient leur quantité, parce qu'on divise par poids. Donc, chaque personne a le droit à, mettons, tant de 1 kilo de courge, par exemple. Peut-être de bleuet, c'est plus... oui. C'est ça, mais il y a des gens qui voulaient juste avoir un petit casseau ou pas pantoute, tu sais, parce qu'ils n'en mangent pas à la maison. Donc, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut participer à cette activité-là. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui participe à ça. Donc, il n'y a pas vraiment de stigmatisation des personnes qui peuvent être en situation d'insécurité alimentaire. Tu sais, c'est pas comme d'aller chercher un panier. C'est une autre forme là, d'accès à des aliments. Il y a moins d'étiquettes. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'étiquette, oui, exactement.
Ça veut dire que c'est une activité qui peut se faire en famille. Oui, oui. Puis moi, je pense à mes aidants, ça veut dire que si on a un aidé qui peut participer, ne serait-ce que tenir le panier si la personne est en fauteuil ou la boîte dans laquelle on recueille les choses, ça peut aider si le champ est accessible, des choses comme ça, Oui, dépendamment des exactement. endroits puis de la situation. Là. Oui, on va aller toujours avec le producteur avant l'activité, tu sais, quel type OK. de service il y a sur place, c'est des toilettes, par exemple. OK. Puis, on s'assure aussi de, tu sais, de rendre l'information disponible pour les participants. Par exemple, le nombre de participants maximal à une activité aussi, selon la capacité d'accueil du producteur. Mais c'est sûr que quand en termes d'accessibilité, ça varie selon l'endroit, mais quand c'est accessible pour les fauteuils roulants et tout, on va l'indiquer. Ben, j'espère qu'il y a beaucoup d'aidants qui nous entendent et qui accompagnent des gens qui ont des problèmes neurodégénératifs ou de confusion de type Alzheimer, parce que c'est une belle activité. Ça permet de vivre encore des choses au niveau social, puis ça permet de se sentir utile et ça, c'est important. Ben, merci beaucoup, Oran. C'était vraiment intéressant. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir s'en parler à mesure que les événements vont se développer. Merci beaucoup, Suzanne, pour l'invitation. Nous allons faire le lien avec les services d'aide les plus connus et les plus anciens à l'Association bénévole, puisque ce sont ces services qui ont fait débuter l'association. Pour nous en parler, j'ai invité Mme Claire Beaulé, connue de plusieurs. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, la bio a plus de 30 ans et tu fais partie des gens qui ont vu la naissance de l'organisme. Est-ce que tu peux nous parler de ces débuts-là? Certainement. Moi, je suis arrivée en 92, mais la bio était déjà en marche, quoi, avait eu ses lettres de noblesse en 1989, suite à une rencontre qui a été demandée par un travailleur du CLSC dans le temps, en 1988, Marc-André Roussel, a eu l'idée d'étudier avec certaines personnes de l'île d'Orléans qui étaient déjà dans des comités ou qui œuvraient déjà en paroisse ou en municipalité. Ils voulaient regarder ensemble l'opportunité ou la pertinence de partir une association bénévole pour justement, ils pensaient à ce moment-là à des services pour sortir les gens de leur solitude ou plus encore pour mieux les nourrir. Alors, tout de suite dans leur tête, ils ont eu l'idée de visite d'amitié et est venue par la suite l'idée de Popote roulante. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ils ont tenu des rencontres qui se sont échelonnées sur une période d'1 an et en 1989, au mois de mai, ils avaient une charte en règle. Alors, à partir de ce moment-là, nous, vois-tu, ça fait 30 ans déjà et plus là, qu'on est incorporé. Alors, et ça n'a pas cessé de grandir depuis. Aux visites d'amitié qu'il y avait dans les premiers temps se sont ajoutées justement grâce à des commerces du coin ou même avec des résidences de personnes âgées qui offraient des repas. Ils ont mis sur pied le service de Popote roulante. Et puis, ils avaient petit à petit là, des bénévoles d'à peu près toutes les paroisses. Toutes les municipalités. Dans le temps, on disait des paroisses parce que c'était 6 paroisses. Maintenant, on dit plus des municipalités. Ça venait d'un peu partout et ils ont commencé comme ça le service de Popote roulante. Et est venu s'ajouter à ça, quelques années plus tard, le service d'accompagnement en transport. Et les répits, les autres sont arrivés beaucoup plus tard, au fur et à mesure qu'on voyait justement les besoins s'agrandir. Et ça n'a pas cessé d'augmenter, que ce soit la demande, que ce soit le nombre de bénévoles, ça n'a pas cessé de croître. Et c'est une bonne chose. Parce que justement, on est devenu presque un service essentiel sur l'île. On l'a pu le voir pendant la pandémie d'ailleurs. Mais toi, comment t'es arrivé dans l'organisme? Moi, je suis déménagée à l'île d'Orléans en 1991 et je voulais m'impliquer. Alors, en 92, lorsque j'ai vu qu'il y avait une place sur le conseil d'administration, j'ai tout de suite demandé si je pouvais faire partie du conseil d'administration et j'ai fait partie je ne sais pas si c'était le deuxième conseil d'administration ou le premier. Je pense que c'était plutôt le deuxième
il y avait déjà à ce moment-là eu l'embauche d'une coordonnatrice. Elle venait, disons qu'on allait avec les moyens du bord dans le temps. La coordonnatrice, elle venait quand il y avait de l'argent, comme on dit. Mm. On vivait quoi, avec 3 000 $ par année. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Au départ, on était au sous-sol de la Villa Bonenfant, un tout petit local, puis on était associé avec pas Aide chez soi, mon dos, Service Aide 23. Ah, Les appels arrivaient à Service Aide 23, puis nous étaient relégués ici avant qu'il y ait une coordonnatrice. Alors, quand on a eu notre coordonnatrice, on était autonome, comme on peut dire. Et puis, à ce moment-là, un peu plus tard, moi, quand je suis arrivée, on était déjà rendu dans les locaux au sous-sol de la paroisse, au sous-sol du presbytère. On est à resté là Saint-Pierre. en 2016. Tu parles de Saint-Pierre. À Saint-Pierre, oui. OK. Au OK. sous-sol de l'église du presbytère de Saint-Pierre. On est resté là jusqu'en 2016. Parce qu'il faut dire qu'on n'était pas riche dans le temps, là. On avait des subventions, on était reconnus. Oui, le PSOC, Programme d'aide aux organismes communautaires, nous aidait, mais tu sais, c'était des montants comme 8 000 $, 11 000 $, 13 000 $. C'était vraiment des grenouilles, là. Mais on arrivait quand même à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de services grâce à nos bénévoles. Alors, c'est comme ça que petit à petit, on a continué. Il y a eu des commerces du coin, comme je vous disais, buffet maison dans le temps. Je me souviens, on allait chercher nos repas là. Il y avait une résidence à Sainte-Famille, il y avait la résidence Sainte-Famille, il y avait une résidence à Saint-Laurent qui nous faisait nos popotes roulantes. Après ça, on a eu des bénévoles qui ont accepté de le faire chez eux aussi. Alors, toutes sortes de moyens comme ça qui font en sorte qu'on a pu continuer. La demande pour la popote roulante a toujours été très grande. Et puis après ça, comme je vous dis, les accompagnements de transport, les visites d'amitié. Tu sais ce que j'en pense, je te l'ai dit souvent, moi je trouve que c'est une chance, c'est même un privilège pour un organisme communautaire d'avoir une personne qui a ton expérience, qui a toute cette histoire-là de l'évolution de l'organisme. Tant mieux pour l'île d'Orléans qu'on puisse bénéficier de ton expertise. Maintenant, toi, à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, tu reçois directement les demandes d'aide. Maintenant, comme tu le disais, là, ça ne passe plus par d'autres organismes. Alors, comment on fait pour recevoir un service à la bio? Souvent, ce que je peux m'apercevoir, c'est de plus en plus les travailleuses sociales, soit des hôpitaux ou du CLSC, les intervenants sociaux qui nous appellent. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de proches, des enfants des enfants des parents. Et puis, il y a aussi les personnes eux-mêmes là, qui veulent se faire aider, qui nous appellent. Alors, ils s'informent, ils nous appellent, ils en ont entendu parler par soit un bénévole, soit un proche, soit un ami qui reçoit déjà ces services-là, ou encore, justement, c'est leur médecin ou le CLSC qui leur en a parlé. Alors, ils nous appellent pour s'informer des services que l'on offre. Ils savent pas trop. Je te dirais qu'il y en a la moitié qui savent pas trop, là, vraiment, là, si ça rentre, ce qu'ils ont besoin, si ça rentre dans les services qu'on donne. Puis, il y en a qui se risquent aussi. Je veux dire, encore la semaine passée, je me suis fait demander si on faisait du ménage, des choses comme ça, ces choses qu'on fait pas, mais on refaire à ce moment-là. Alors, les gens nous voient un peu partout dans les annonces sur Facebook ou sur les journaux de l'île. Un bout de temps où on se servait des semainiers paroissiales, on se sert de tout ce qui peut passer. Puis nos bénévoles sont de bons porte-parole et surtout les gens qui reçoivent nos services. Alors, oui. Je veux dire, ils en entendent parler à un moment donné. Puis c'est comme ça qu'il nous arrive. Là, puis reste qu'il y a le service 211 à qui ils peuvent référer aussi. Alors, il y a toutes sortes de moyens par lesquels ils peuvent nous appeler. Comme je te dis, ça arrive que ce ne soit pas eux autres qui nous appellent directement, mais ils en ont entendu parler par d'autres. Et là, je leur dis, si la personne ne peut pas m'appeler, je vais prendre les coordonnées tout de suite par vous, mais je préférerais que la personne elle-même m'appelle, qu'on jase vraiment ensemble pour faire le tour de ses besoins. Alors, c'est ça. Donc, c'est de la référence par d'autres professionnels.
par téléphone. Des fois, les gens se présentent au bureau. Puis maintenant, sur le site Internet, on peut remplir un formulaire. Oui. C'est ça, hein? Mhm. Puis toi, quand tu reçois une demande, à ma connaissance, tu vas rencontrer les gens ou tu fais une entrevue téléphonique. C'est ça? La majorité du temps, je fais une entrevue téléphonique. Il y a certains services, par contre, où je me déplace. OK. Lorsqu'on me demande de faire un répit à la maison, je vais vraiment rencontrer l'aidé et l'aidant parce que je veux voir son entourage, je veux voir ses limites, ses capacités. Et avant d'envoyer un bénévole qui va passer quand même quelques heures avec la personne, euh, c'est important pour moi là, de faire un bon historique de ce qui est capable de faire. C'est quoi le problème? Vous voyez, qui Oui. va avec Oui. la personne qui a besoin. Je nie pas du tout qu'elle ait besoin, mais je veux dire, chacun ayant, il voit l'autre de façon différente à ce qu'on peut le voir nous autres mêmes quand on visite. Alors, Puis ça permet un meilleur jumelage avec le bénévole aussi, oui, selon oui, les compétences de chacun. effectivement. Tu vois, Oui. encore 15 jours, j'ai visité un monsieur et puis une dame, puis il dit, oh non, 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 je tombe pas, je tombe plus. Sa femme, sa femme me regarde, elle dit, il est tombé encore hier. Mais tu sais, c'est comme ça, là, vois-tu, c'est sûr que si j'avais fait juste l'entrevue téléphonique avec un des deux, j'aurais peut-être pas tout su, là, tu sais, alors c'est comme ça. Puis c'est important de voir le monde, j'aime beaucoup les rencontrer, leur voir le visage, là, tu sais. Et dans d'autres services, ben ça arrive qu'ils viennent payer les services de popote ici, hein, là, on se voit enfin, là, tu sais, là, on a beau se parler au téléphone, on aime ça voir un visage. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Quand tu reçois une demande, est-ce que les gens s'identifient facilement comme proche aidant ou tu dois questionner ou Ils ne s'identifient pas comme proche aidant. Ils ne me le Hmm. diront pas comme tel. Mais ils vont me parler justement, moi, mon mari, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou mon conjoint ou ma conjointe a ça depuis quelque temps. Puis là, ben là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Puis je pense que j'aurais peut-être besoin d'aide. Je veux voir avec vous qu'est-ce qui. Tu sais, ils ne s'identifient pas comme proche aidant, en tout cas. C'est Ils ça? savent qu'ils ont besoin. Ils savent que là, ils sont peut-être rendus à un moment donné où ils ont besoin d'aide. Mhm. Mais ils cherchent. Tu sens qu'ils cherchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ne connaissent pas beaucoup les services, au contraire, ni les nôtres, ni les autres qui peuvent exister, là, que ce soit de l'appui de la capitale ou du service aide chez soi ou des choses comme ça. Mhm. Alors, ils partent soulagés. À la fin de la rencontre, ils sont vraiment soulagés de voir qu'ils ne sont plus tout seuls, enfin. Là, C'est ça qu'il y a des ressources. c'est ça, qu'il y a des ressources. Il y en a qui vont vouloir les utiliser tout de suite. Il y en a d'autres qui vont vouloir continuer parce que ils veulent pas tout de suite faire rentrer des services chez eux auprès de leurs conjoints et conjointes. Puis pour eux autres mêmes aussi. Puis ça, on respecte ça. Mais à un moment donné, on sait bien qu'ils vont revenir. Ou je veux dire, la porte est toujours ouverte. Je veux dire, ils peuvent nous retéléphoner ou nous rencontrer à nouveau pour avoir d'autres enseignements. Ils vont faire moi, je les laisse faire leur recherche eux autres mêmes. Une fois qu'on leur a donné justement tout le matériel, ils vont aller à leur rythme et puis ils nous reviennent. Et ça arrive par contre où on commence tout de suite un service de répit. À ce moment-là, c'est les préliminaires, j'appellerais. Bon, la personne, mon bénévole ou ma bénévole va aller les rencontrer pendant 2 heures et pendant une ou deux, trois fois. Puis après ça, là, on va pouvoir justement faire un répit d'une durée un petit peu plus longue. Alors, pour que justement l'aidant plutôt soit capable de vraiment prendre un répit, d'aller faire ses courses ou même de dîner avec un ami ou de souffler un peu. Parce que souvent, ils vont arriver, je veux dire, tout ce qu'ils font, la raison pour laquelle ils viennent, c'est que là, ils sont rendus peu heureux, puis Mhm. avec raison, de laisser l'autre seul. Ils voient Oui. que ça se dégrade un peu, puis n'importe quoi peut arriver. C'est sûr qu'ils vont peut-être le laisser encore, tu sais, pour des demi-heures ou des choses comme ça. Bon, ils savent qu'ils vont pas loin, mais ils sont pas bien ils sont pas sécures. Alors, le fait qu'on envoie un bénévole pendant ce temps-là, ça les sécurise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ben, en effet, tout ce que tu rapportes, ça correspond beaucoup aux statistiques aussi. Au niveau de la proche aidance, la majorité des gens qui sont des aidants
il y en a seulement le tiers qui vont s'identifier comme étant des aidants. Souvent, on va entendre, ben non, mais c'est mon conjoint, je ne suis pas son aidante, je suis sa conjointe. Mais dans le fond, la personne est quand même aidante. Oui. Alors là, on a fait le tour, l'accompagnement transport, le répit, la popote roulante, l'accompagnement de fin de vie, on en fait un peu, du salut bonjour. Tout ça, ça sert à faciliter le cheminement de la personne qui a besoin d'aide, l'aider. Puis, inévitablement, c'est l'aidant aussi qui reçoit du support pour son quotidien. Avec ta grande expérience, là, avec toutes les situations là, qu'on vient d'énumérer, là, est-ce que tu aurais un conseil, toi, à donner aux gens qui découvrent la bio, un aidant? Comment tu pourrais l'aider plus? J'aurais envie de leur dire, allez-y en amont et non pas en aval, parce que plus tard, ils vont arriver demander un service, ben, comment je dirais ça? C'est pas que la situation va être plus grave, mais je veux dire, ils vont être encore plus fatigués. On parle des aidants, là. Oui. Alors que, puis on le sait que ça prend du temps avant qu'une relation, qu'une bonne relation s'établisse. Alors, puis que de changer certaines façons de faire, ça prend toujours du temps, certaines habitudes. Puis d'avoir les services de d'autres aussi dans le réseau. Il y a des listes d'attente un peu partout. Alors, si tu prévois, ne serait-ce que d'aller s'informer, c'est quoi c'est parce qu'on dirait que les gens veulent se mettre un peu la tête dans le sable. Puis, je suis encore capable. Je sais que ça doit être déchirant de s'avouer qu'on a besoin d'aide, puis qu'on en est rendu là, puis encore là, même si on n'est pas rendu là, de penser que ça va en venir là. Souvent, on ne veut pas voir la réalité devant nous, là. Oui. Mais je pense que ça va mieux pour ceux qui sont mieux préparés. Alors, si tu n'as pas besoin du service tout de suite, au moins, tu seras prêt, tu sauras à quoi t'attendre quand ça va être le temps de le demander. Mais si tu arrives en crise, oui, on va pouvoir t'aider, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire je ne veux pas dire comme dommage à la personne, mais je veux dire, on pense à l'aider aussi dans tout ça. Là. Je veux dire, on va le brusquer peut-être un peu plus que si on l'habituait petit à petit. Alors, puis ça, c'est un peu dans toutes les situations, je veux dire, je le vois aussi dans les transports accompagnement, des nouveaux clients qui m'arrivent tout d'un coup, puis j'ai besoin, puis OK, on va faire des miracles pour trouver le bénévole pour l'après-midi même, là. Mais petit à petit, là, apprenez à vous soulager d'une certaine anxiété. Oui. Parce que justement, vous prenez ça un peu plus sur un plus long laps de temps. Oui, y aller en amont. Ça peut jamais être trop tôt, finalement. Non. C'est ça. Quand c'est vraiment installé, qu'ils ont le diagnostic, ben, je pense qu'ils devraient lire aussi sur l'évolution de la maladie. Ça a l'air cruel un petit peu, mais en même temps, on peut prendre ça des deux côtés. Si tu es mieux préparé, tu vas mieux faire face aux problèmes qui vont se présenter petit à petit. Puis tu vas être capable plus de répondre à ton conjoint ou plus de faire attention à ta propre santé. C'est ça. Oui, tu as raison, tu as bien touché le point aussi. On a des aidants moins épuisés quand ils se sont préparés tôt. C'est ça, il faut apprivoiser le fait qu'il y a des inconnus qui rentrent dans notre vie privée, autant pour l'aider que pour les aidants. C'est vrai. Mais merci, c'est des conseils précieux puis des informations vraiment intéressantes. Je te remercie pour ton temps, Claire. Ça m'a fait plaisir. Bye Merci, bye. Suzanne. Bye bye. Nous en sommes à la troisième partie de notre rencontre. Quand on fait un retour sur les échanges qu'on a eus avec Claire Beaulé, Oran Wells, Yannick Pavard, il existe donc plusieurs services qui sont en place pour les projets aidants à l'île d'Orléans, donc à la bio. On sait aussi que la vie et les besoins des gens changent. Alors, j'ai invité Dominique Loisel, directrice générale de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, à venir nous parler de l'évolution de l'organisme. Bonjour Dominique. Allô Suzanne.
Alors, avec Je peux les... dire, attends un peu. Oui, Avant, là, je veux juste dire quelque chose, là, parce que là, on est dans la première émission un premier webinaire d'une série dont on souhaite longtemps. Et je veux juste inviter les gens à venir participer au webinaire en direct, parce que honnêtement, là, c'est comme un commentaire commun. On est bien assis. C'est super chaleureux chez Toujours Boutique. Donc, je voulais juste inviter là, profiter de l'occasion pour inviter les proches aidants ou les gens qui travaillent avec les proches aidants, les intervenants, à venir assister à ce webinaire en direct. Ici, c'est chez Toujours Boutique, on est super bien. ouais, on est bien accueillis. Ouais. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que on va reprendre, c'est un imprévu. Ouais, voilà. Bon, dans les invités qui ont précédé, on a fait un survol des services à la bio. Moi, je pense, toi, tu es arrivé à la bio à peu près en 2016, Oui. si je ne me trompe pas. Oui, en septembre Ok. 2016. Ouais. Donc, quand tu es arrivé à la bio, c'était bien différent. Il y avait déjà moins d'employés. Les services, on a eu plus de demandes au niveau des besoins. Qu'est-ce qui a fait que ça... Maintenant, il y a plus d'employés, il y a plus de services? Oui, tu as raison, Suzanne. En fait, depuis 2016, même peut-être plus 2017, en fait, il y a plus de services offerts à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Il y a plus d'employés aussi. Puis, ça s'explique par différents facteurs, en fait. Puis, tu l'as super bien expliqué en début de rencontre. Je pense pas que les besoins ont augmenté, oui, parce que tu l'as bien expliqué, Yannick l'a expliqué aussi, Claire l'a expliqué, mais tu sais, on est dans un processus général de vieillissement de la population. Donc, c'est sûr et certain que ça amène forcément plus de besoins de soutien à domicile au niveau des proches aidants. Mais il n'y a pas juste ça qui explique, en fait, que ça a augmenté. Il y a aussi le fait qu'on est dans une conjoncture où c'était dans le discours, c'était comme dans les discours gouvernementaux avant la pandémie, mais ça a pris une importance vraiment avec la pandémie, c'est que le gouvernement a commencé à marteler l'importance d'offrir du soutien à domicile à tous ceux qui désirent rester à la maison longtemps, même en vieillissant. Donc, avec ce discours-là, est apparu aussi du financement. Et puis ça, je crois que la population du Québec, mais de l'île d'Orléans aussi, a entendu ce message-là. Donc, ils sont plus en mesure d'identifier leurs besoins. On a besoin de services de soutien à domicile. Donc, il y a ça qui est arrivé. Puis, il y a un autre organisme aussi qui a parlé à un discours un peu pareil, un peu similaire, c'est l'Appui. L'Appui s'est développé beaucoup dans les dernières années. Ils ont sensibilisé la population au fait d'être, on est proche aidant, on aide quelqu'un, on est proche aidant, et c'est correct d'être proche aidant, et il y a du service pour les proches aidants. Donc, tout ça mis ensemble, dans le fond, les besoins qui augmentent un petit peu et une meilleure façon de nommer les besoins, à l'association, on était là pour entendre ces besoins-là et on était là aussi pour répondre aux services, mais avec l'étiquette Île d'Orléans. Ah oui. Parce que c'est sûr que ce qui se fait, par exemple, en ville, comme pour répondre aux besoins des aînés ou des proches aidants, mais ce ne sera pas pareil ici. Donc, on a vraiment développé une équipe, développé une offre de service qui permet vraiment de répondre aux besoins en service à domicile, aux besoins d'entraide, puis aux besoins des proches aidants, mais avec l'étiquette Île d'Orléans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2017, la bio décide d'offrir des services aux proches aidants? En fait, ça faisait... Bon, encore là, c'est différents facteurs qui a fait ça. Mais on se rendait compte, à l'époque, il y avait Claire et moi. Et on se rendait compte que les clients venaient, des proches aidants venaient pour leur aider. Parce que, bon, je vais reculer de la mission de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, c'est d'offrir des services de soutien à domicile et d'entraide aux personnes âgées et malades de l'île d'Orléans. Donc, on avait une mission très aidée. Ah oui. Mais on n'avait pas une mission très pour les aidants. Donc, on n'avait pas, à part le répit bénévole qu'on offrait,
on n'avait pas de service pour les aider. Puis on s'est rendu compte, en fait, que pour venir en aide aux aidés, ben, il fallait aussi venir en aide aux aidants. Puis là, les aidants venaient au bureau pour poser des questions, puis on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas le réseau pour faire du référencement adéquat. On n'avait pas les moyens non plus de soutien psychologique pour aider quand il y a un proche aidant qui était plus en détresse ou qui avait des interrogations plus d'ordre psychologique. On n'avait pas cette expertise-là. Donc, on n'avait pas on n'avait pas de service qui permettait non plus de mettre en lien les aidants pour qu'ils puissent échanger sur leur vécu, qu'ils puissent aussi se faire une espèce d'entraide mutuelle. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est tout ça, tous ces questionnements-là, puis une ouverture de projet, donc à l'appui. Donc, on s'est dit, on est persuadé qu'il y a un besoin, donc on va postuler pour avoir du financement pour notre projet, puis ça a été reçu et accueilli. Et c'est ce qui a mis en place les services aux proches aidants. Et c'est là que tu es arrivé. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des projets à venir qui pourraient intéresser les proches aidants à la bio ou Tellement. on a pas mal fait le tour? Ben non, Suzanne, tu me connais, là. L'équipe de l'avion, on a 20 000 projets en même temps, mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler tout de suite. En fait, ce que je peux dire, par exemple, pour les projets, c'est que ça va être. Parce que là, on profite de l'été pour pouvoir analyser les besoins, analyser aussi des possibilités de financer nos projets qui sont en lien avec nos besoins. Donc, on est en train de regarder tout ça. Puis, le temps que les choses se mettent en branle, qu'on dépose des projets, qu'il y ait du financement et tout, ça devrait qu'on puisse engager quelqu'un ou pas, ou augmenter des heures, peu importe, pour me souvenir des projets, ça va aller à l'hiver 2024. Donc, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que surveiller, en fait, nos médias sociaux, Facebook, le site Internet, on a une infolette aussi que vous pouvez abonner si vous voulez être au courant des développements. Puis, hiver 2024, il y aura assurément du changement pour les prochains aidants. Super, hein? Merci, on a des scoops. Merci beaucoup, Dominique, pour ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Notre première Aide en direct. Au cours des prochaines rencontres, nous allons explorer différents thèmes. Je te garde avec moi. Oui, écoute, je suis super bien assise. Tu vas peut-être avoir des scoops aussi. Donc, on va explorer différents thèmes qui vont nous permettre de voir les choses que chacun peut améliorer. Et autant dans l'environnement sociopolitique que des situations propres à l'île d'Orléans. Et puis, ce sera à chacun de choisir l'avenue de son intervention pour le bien-être de chacun. Les sujets que j'aimerais aborder avec vous, et je peux vous dire qu'on va avoir des affaires pas mal de fun à jaser ensemble. Alors que vous veniez ici sur place pour pouvoir y assister en direct ou si vous préférez l'écouter de la maison, ce sera toujours rediffusé, mais à partir de la semaine suivante. Alors, on va s'interroger pourquoi parler du vieillissement. On a un petit peu abordé le sujet. Je vais avoir des invités pour vous. On va regarder c'est quoi les services qui sont vraiment disponibles. On a vu la bio, mais est-ce qu'il y a d'autres services sur l'île d'Orléans pour les aidants? Quelle attitude on doit aborder face au vieillissement? On va rencontrer des aidants, des aidés. On va rencontrer aussi des bénévoles et on va regarder avec eux la différence. Être bénévole, est-ce que c'est être aidant? C'est où la frontière? Alors, on va discuter là-dessus et on va aussi s'interroger sur le phénomène de si on veut rester à la maison jusqu'à la fin. Comment on fait? Qui est là? Comment ça va se passer, les organismes? Je vous ai parlé un petit peu de 2024. Alors, en 2024, on va apprendre que rire, ça peut faire partie du quotidien de l'aidance. On va avoir une rigolothérapeute. Alors, ça peut être pas mal de fun pour nous. Celui-là va être très drôle. On va sortir des fêtes, alors on devrait s'amuser encore un peu. Les avantages d'être aidant, parce qu'il y a des avantages à être aidant. On va faire, donc aussi, on va regarder les alternatives à l'hébergement, parce que tout le monde ne va pas en CHSLD. Je vous le dis tout de suite, c'est 10% des personnes âgées qui vont en CHSLD. Alors, tous les autres sont à la maison ou ailleurs. On va regarder ça ensemble. Bien sûr, si vous désirez entendre parler d'un sujet que je n'ai pas nommé, vous pouvez communiquer avec nous à la bio, nous écrire, nous téléphoner, venir nous voir.
Faites-nous vos suggestions, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour de la nouveauté tout le temps. Le but des rencontres, c'est toujours d'outiller les proches aidants, les sensibiliser, et puis aussi sensibiliser les gens qui prennent des décisions au niveau des différents paliers de gouvernement. On espère aller jusque-là. On pourrait terminer cette première rencontre-là avec Sandrine. Alors, je vais l'inviter à venir jaser avec nous. Bonjour Sandrine. Merci pour ton accueil et ton ouverture à accueillir le webinaire ici. Ça fait tellement plaisir. On va t'envahir à tous les mois. C'est le fun qu'elle prenne ça en rien. Avant de parler de la boutique, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à l'île d'Orléans? Bonne question. Je vais essayer de faire une réponse courte. L'île d'Orléans, parce que je trouvais que il y avait un manque, en fait, dans ce genre d'espace-là sur l'île. En gros, c'est ça. Puis j'avais envie de m'installer plus en nature, moins en ville. Fait que la raison pour laquelle je suis sur l'île depuis 4 ans maintenant. C'est ça, depuis 4 ans. Mais veux-tu nous parler du concept de la boutique? Parce qu'en effet, c'est ça, c'est nouveau sur l'île comme concept. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus. Oui, friperie, il n'y en a pas d'autres, à part le sous-sol de l'église, qui est un peu différent. Moi, la friperie, c'est que c'est présélectionné. Fait que c'est moi qui va fouiner, qui va dénicher des morceaux. Puis, en fait, mon but à travers l'entreprise, c'est plus d'amener le consommateur à consommer plus en conscience. Fait que j'essaie de promouvoir, du seconde main, des produits locaux, puis d'être le plus zéro déchet possible aussi. Ça, c'est plus au niveau de la section café, là. Fait qu'en gros, c'est ça, la boutique. C'est bon. Puis, il faut surveiller tes heures d'ouverture parce que toi, tu suis les saisons. Ouais. C'est ouvert à l'année, mais il y a des heures qui vont varier selon la saison de l'année. Oui, vu qu'on est sur l'île, c'est sûr que l'hiver, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est le fun parce qu'on est tout près du pont, donc ça se fait quand même bien. Mais effectivement, l'été, c'est temps plein, mais là, je suis en 4 jours semaine, fait que jeudi à dimanche, puis l'hiver, c'est 2 jours semaine. C'est bon. Alors, nous, on en profite en venant comme ça le jeudi, on triche un peu sur les heures. Mais tu nous laisses vivre dans ton espace bien-être. D'ailleurs, que j'ai dit que c'était ta spécialité. Alors, en gros, merci Sandrine. Puis, j'espère qu'on va avoir du plaisir pendant plusieurs années. Oui, puis longue vie au projet. Merci, c'est gentil. En terminant, je me dois de rappeler que ce webinaire en direct est possible grâce à l'appui financier de l'appui APPUI et au partenariat de Toujours Boutique. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une rencontre le jeudi 10 août avec le thème « Pourquoi parler de vieillissement ?» Nous allons avoir Mme Daphné Namiache, qui a été enseignante ici en gérontologie à l'Université Laval et qui, malgré ses 80 ans et plus, continue de travailler maintenant à Montréal. Vous pourrez venir assister en direct chez Toujours Boutique. Bien sûr, alors en face des bureaux de la bio, à côté du BMR, à compter de 11 heures. Ce sera ainsi donc tous les deuxièmes jeudis du mois pour jusqu'à temps que vous soyez tannés de nous voir, ou presque. Alors, vous allez pouvoir regarder les rediffusions gratuitement sur votre tablette, votre cellulaire ou votre ordinateur à la maison grâce à Spotify, YouTube et bien sûr notre lien Facebook. Alors, merci pour votre présence et votre écoute et à bientôt.